du Fonds monétaire international qui est prolongée de quelques jours selon le quotidien Soleil, une mission qui devait se terminer ce mardi, mais quelques jours de plus apportés à l'équipe du FMI qui poursuit ses discussions à Dakar avec les autorités sénégalaises. L'actualité, c'est également l'extradition de Madiambal Diagne demandée par la justice sénégalaise. Eh bien, elle sera mise en délibéré au 25 novembre 2025. Une décision du tribunal judiciaire de Versailles. L'homme d'affaires et patron de presse présent en France s'est exprimé devant les médias à l'issue de cette audience. Nous parlerons également de cette affaire de surfacturation du riz durant la pandémie de Covid-19 avec cette décision du juge d'instruction qui a prononcé un non-lieu pour Raya Machem, Moussa Fadia et Mohamed Dien, supposés complices de l'auteur principal, l'ancien ministre Mansour Faye, un dossier qui n'est pas totalement clos puisque le procureur a interjeté appel devant la chambre d'accusation. Nous en parlerons ainsi dans ce journal. L'actualité hors de nos frontières avec la Guinée, où la date limite de dépôt des candidatures à la présidentielle a expiré donc ce mardi. La Cour suprême a désormais 10 jours pour examiner la validité des dossiers. Parmi les candidats, le général Mamadi Doumbia. L'actualité des sports et la revue des unes des quotidiens de ce jour mettront en terme à ce journal. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Mohamed Touré. Dans un instant, le développement. Bienvenue à l'actualité sur la 90.7. Je le rappelle, vous nous suivez également sur la TNT et nos différentes plateformes, notamment sur YouTube, avec la mission du Fonds monétaire international, le FMI au Sénégal, qui s'est prolongée finalement de quelques jours, selon nos confrères du quotidien Le Soleil. L'équipe du FMI poursuit ses discussions à Dakar avec les autorités sénégalaises. La visite a été fructueuse jusqu'à présent et nous allons poursuivre les discussions sur les politiques et les réformes qui pourraient étayer la demande des autorités concernant un programme soutenu par le FMI. C'est ce qu'a indiqué un porte-parole de l'institution de Bretton Woods, cité par le média, repris par nos confrères de Presse Afrique. Il a ajouté qu'une déclaration finale sera publiée à la fin de cette visite. Entamée le 22 octobre, la mission du Fonds monétaire international devrait s'achever ce mardi 4 novembre 2025. Elle fait suite au démarrage officiel des négociations pour la conclusion d'un nouveau programme avec le Sénégal qui ont démarré lors des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale d'octobre 2025 aux USA. Nous parlons justice, mais cette fois-ci cap sur la France, à Paris ou à Versailles, avec l'extradition de Madiambal Diagne, une affaire mise en délibéré au 25 novembre 2025, une décision du tribunal judiciaire de Versailles. L'homme d'affaires et patron de presse présent en France s'est exprimé devant les médias à l'issue de l'audience, refusant tout caractère judiciaire à la procédure. Madiambal Diagne dénonce une persécution qui juge politique. Khalifa Fall. Extradition de Madiambal Diagne. L'affiche sera mise en délibéré ce 25 novembre. Le tribunal judiciaire de Versailles en a décidé ainsi. Le journaliste et patron de presse devra donc prendre son mal en patience pour connaître l'issue de son ressort. Madiambal Diagne, qui avait interdit de sortie du territoire, avait usé de subterfuges pour se retrouver en France en passant par la Gambie. Installé depuis au pays de Marianne, Madiambal est recherché par la justice sénégalaise dans le cadre d'une enquête portant sur les transferts jugés suspects d'environ 12 milliards de francs CFA. Ces mouvements de fonds seraient liés à un contrat de sous-traitance estimé à 21 milliards de francs CFA avec la société Ellipse Projet. L'affaire avait pris une dimension familiale puisque son épouse et son fils impliqués dans la société immobilière Pharaon ont été arrêtés. Madiambal Diagne, depuis la France, affirme vouloir préparer sa ligne de défense avant de retourner au pays. Depuis l'affaire, Madiambal Diagne prend des tournures inquiétantes. Dans la presse, interdiction d'en faire cas. La CTV, qui a fait une émission à distance, a vu sa patronne arrêtée. Maïmouna Ndour Faye est reproché d'impiéter dans un dossier en justice. Idem pour Babacar Fall de la RFM. Des arrestations qui ont fait grand bruit dans le paysage médiatique. Depuis, Madiambal Diagne fait des sorties dans les réseaux sociaux pour se faire entendre en attendant qu'il soit édifié sur son ressort d'extradition le 25 novembre. Voilà, épouse et enfant en prison. Monsieur Diagne,
en fuite en France. Affaire de la surfacturation de riz durant la pandémie de Covid-19. Le juge d'instruction a prononcé un non-lieu pour Rayam Hachem, Moustapha Ndiaye et Mohamed Dieng qui étaient inculpés pour complicité de détournement. Le dossier, cependant, n'est pas encore totalement clos. Le procureur a interjeté appel devant la chambre d'accusation. Pour El Ahmad Thiam, juriste consultant et président de Justice sans frontières, Mansour Faye, le ministre ou ancien ministre qui est également cité dans cette affaire et même emprisonné après avoir donc été emprisonné, qui aujourd'hui bénéficie d'une liberté provisoire, il n'est pas encore blanchi. Il est ici au micro de Alamine Senghor. Le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Dakar avait inculpé les complices du ministre d'alors, M. Mansour Faye, parce qu'ils sont justiciables, les prestataires ou les fournisseurs étaient justiciables devant le tribunal de droit commun. Le doyen des juges a rendu une ordonnance de non-lieu. Voilà, une ordonnance de non-lieu, laquelle ordonnance les décharge, c'est-à-dire de toute charge, parce que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, tout le monde le sait. Bon, le juge a constaté qu'il n'y a pas lieu vraiment de poursuivre l'instruction, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments sur les faits reprochés. Bon, il faut aussi faire la part des choses que la procédure là entre M. Mansour Faye et ses fournisseurs, il y a une connexité de procédure, il y a une connexité sur les faits. Mais du point de vue procédural, c'est pas la même procédure parce que Mansour Faye étant ministre au moment des faits, sa procédure est pendante devant la commission de la Haute Cour de justice qui avait tout simplement rendu, qui lui avait décerné une liberté provisoire. Maintenant reste le non-lieu parce que nous savons que les décisions rendues par si on s'en tient à la loi organique à son article 35, les décisions ou les arrêts rendus par cette Haute Cour de juridiction ne sont pas susceptibles d'appel ni de cassation. Donc l'appel est fermé. Voilà pourquoi le parquet ne peut pas faire appel. Par contre, ici, dans l'ordonnance rendue par le doyen du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Dakar, le tribunal de droit commun, ici, le procureur, sur la base de l'article 179 du code de procédure pénale, peut interjeter appel sur toutes les ordonnances rendues par le doyen des juges, excepté certains. Mais une ordonnance non-lieu, le procureur peut effectivement interjeter appel devant la chambre d'accusation. Maintenant, il a un délai de 5 jours à compter de la notification de la dite ordonnance. Maintenant, le procureur aussi, s'il n'obtient pas gain de cause au niveau de la chambre d'accusation, il peut aussi se pourvoir devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Voilà, donc sachez que le Sénégal compte faire de son secteur minier un modèle de bonne gouvernance. Une annonce ce mardi du chef de l'État, le président Bassirou Diomaye Faye, a engagé une révision du code minier avec pour objectif instaurer une fiscalité plus équitable, adaptée aux réalités du secteur et de garantir une distribution plus juste des richesses issues de l'exploitation minière. Bassirou Diomaye Faye présidait la cérémonie d'ouverture du 8e Salon international des mines du Sénégal qui portait sur le thème « Les ressources minérales, un levier de souveraineté économique ». Nous nous rendons dans le sud du Sénégal à Ziguinchor. L'université Assane Seck accueille le forum Agritech, un rendez-vous d'échange et d'innovation dédié à l'agriculture intelligente, organisé en partenariat avec le PNUD et le gouvernement du Japon. Cet événement de 2 jours réunit chercheurs, acteurs du monde agricole et décideurs autour de thématiques majeures comme la gestion de l'eau, la lutte contre la salinisation, encore les techniques modernes d'irrigation. Un espace de réflexion et d'expérimentation pour penser l'agriculture de demain plus durable et résiliente. C'est une correspondance à Ziguinchor de Moussanda. Le Forum Agritech a ouvert ses portes à l'Université Assane Seck de Ziguinchor, un rendez-vous d'échange et d'innovation consacré à l'agriculture intelligente, organisé dans le cadre d'un partenariat tripartite entre l'Université Assane Seck de Ziguinchor, le PNUD et le gouvernement du Japon. Amadou Amadja est le vice-recteur chargé des études et de la vie universitaire. C'est un événement important et pour nous et pour nos partenaires Agritech, agriculture intelligente et un espace d'innovation. Comme vous le savez, nos pays vivent de l'agriculture au sens large. Cette agriculture est confrontée à de nombreux défis tels que la dégradation des terres, les problèmes de salinisation, le changement climatique dont on parle depuis quelques années. Et il est donc important, face à ces défis-là, de développer des solutions innovantes pour permettre justement de nourrir encore les systèmes à partir desquels
justement les populations vivent, à savoir donc l'agriculture. Face à ces défis, ce forum de 2 jours se veut un lieu de réflexion, de partage et d'expérimentation pour promouvoir des solutions concrètes et durables. Mais les objectifs, c'est surtout en fait d'échanger sur les bonnes pratiques, d'échanger sur les innovations qui sont produites et de voir comment passer par exemple de l'étape de prototypage à une mise en échelle. Représentant le gouverneur de Ziguinchor, Casimir Adrien Sambou, le directeur régional du développement rural, a salué la pertinence des travaux de ce forum. Ce forum d'aujourd'hui sur l'agriculture intelligente est extrêmement important parce que nous avons vu des résultats de recherche jeunes. Donc ces résultats sur comment lutter contre la salinisation des sols, comment irriguer facilement, comment sécher. Donc c'est des technologies dont nous avons besoin pour aller à l'échelle en milieu paysan. Parce que ce que nous recherchons, c'est la souveraineté alimentaire. Donc on a besoin de ces technologies pour produire mieux. Pendant 2 jours, plusieurs panels et conférences seront au programme autour des thématiques clés comme la gestion de l'eau, la lutte contre la salinisation ou encore les techniques modernes d'irrigation et de séchage. Ces échanges auront pour objectif d'imaginer l'agriculture de demain plus résiliente, plus durable et plus intelligente. Et puis, nous en arrivons au reportage du jour. Dans un contexte où de nombreux jeunes Sénégalais voient l'immigration clandestine comme la seule issue. Aïcha, elle a 30 ans, elle est diplômée en gestion des entreprises. Elle a décidé, elle, de choisir une autre voie, armée de détermination et d'une grande cafetière. Elle vend du thé, encore appelé was, dans son quartier. Nous la présente Antawad. Elle s'appelle Aïcha, une jeune femme diplômée âgée de 30 ans, vêtue de t-shirt noir et d'un jean bleu. Une grande cafetière à la main, Aïcha est vendeuse de thé. Entourée de ses clientes venues de partout, elle nous partage fièrement le secret de sa réussite. J'ai eu ma licence en 2017 en gestion et c'était très difficile de trouver du travail, même pour un stage, c'était pas facile du tout. De ce fait, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'entrepreneuriat et j'ai commencé à faire du was. Le was, c'est une infusion qu'on fait avec des plantes naturelles et c'est très bon et c'est bon aussi pour la santé. Le thé est très prisé par les Sénégalais. Aïcha a un chiffre d'affaires de 15 000 francs CFA. Depuis que j'ai commencé à faire le was, je peux gagner jusqu'à 15 000 francs par jour. Je le fais et j'ai des clientes maintenant qui viennent jusqu'à chez moi pour faire des commandes quand il y a des cérémonies, mariage, baptême et d'autres programmes et je gagne bien ma vie maintenant. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes tentent l'immigration clandestine. Mais pour Aïcha, il est hors de question de braver la mer pour réussir. Malgré son diplôme en gestion des entreprises, cette jeune femme fait partie de ceux qui croient qu'il n'y a pas de sommet. Sport sur Africa 7. Et dans ce studio pour nous présenter la page des sports, Al-Amin Senghor, bienvenue, bonjour. Merci à vous, Birahim Touré, bonjour. Nous démarrons la page sportive par, bien entendu, le sport national, la lutte. Le CNG prend de nouvelles mesures sur les blessures avant les combats. Balla Gaye 2, rappelez-vous, Mosen, Ama Baldé ainsi que Modulo, Zarko, Bébé Diène, pour ne citer que cela, sont des combats qui ont longtemps retenu l'attention des amateurs de lutte, mais qui ont pris du temps avant de se tenir à cause de blessures d'avant-combat des lutteurs. Pour ainsi limiter donc ces dégâts, le bureau du Comité national de gestion de lutte sénégalaise, le CNG, a pris 3 décisions fermes visant effectivement donc à garantir une meilleure organisation des combats. Les détails dans ce papier signé Djibril Niane. C'est la fin des reports à répétition et des saisons de lutte perturbées. Le Comité national de gestion, CNG, de la lutte veut désormais remettre de l'ordre dans l'arène sénégalaise. Fini les blessures de dernière minute, les affiches ajournées, les promoteurs désabusés. Ces dernières saisons, les exemples ne manquent pas. Balla Gaye 2, Eumeu Sène, Ama Baldé, Modulo ou encore Zarko, Bébé Diène. Des combats de rêve souvent transformés en mirage. Et le plus récent, Reug Reug, Boy Niang 2, prévu
depuis le 1er janvier n'a pas échappé à la malédiction. Un report de plus et un promoteur Makan Meng en grande difficulté. Face à cette situation devenue intenable, le bureau du CNG a tranché 3 décisions fortes pour restaurer discipline et crédibilité. D'abord, le lutteur blessé reste lié à son contrat. Impossible pour lui de signer ailleurs tant qu'il n'aura pas livré le combat initial. Ensuite, son adversaire aura lui la possibilité de négocier un autre combat avec le même promoteur. Enfin, si le duel ne peut être reprogrammé dans les 3 mois, le CNG autorisera l'adversaire à chercher un autre contrat auprès d'un autre promoteur. Avec ces nouvelles règles, le CNG veut rétablir la rigueur, protéger les promoteurs et garantir un calendrier sportif plus crédible, une manière claire de dire la lutte n'est pas un jeu et le temps de complaisance est bel et bien terminé. Merci à vous, Djibril Niane, pour ces détails des décisions qui ont été prises par le CNG en vue de mieux organiser les combats de lutte au Sénégal. En circulaire, des décisions qui viennent à l'heure pour Ibakan. Selon lui, donc, ceci sera comme solution, bien entendu, donc, pour aller vers la nouvelle dynamique d'organisation de combat et sera bénéfique pour les promoteurs de combat. Le voici au micro de Muntagassi. Je dirais que le circulaire vient à son heure. Le circulaire par rapport aux blessures d'avant-combat vient à son heure. Et ça est tombé hier lors de la réunion du CNG, la première réunion hebdomadaire du CNG qui s'est tenue à l'Arène nationale sous l'égide du président Malingom et de ses collaborateurs. Donc je dirais que ce circulaire vient à son heure parce que ces 2 dernières saisons, les lutteurs commençaient à en faire trop parce qu'il y avait des blessures avant-combat. Surtout les grands combats, il y avait des blessures d'avant-combat et certains n'hésitaient pas à introduire des certificats médicaux, ce qui plombait l'arène. Les promoteurs étaient découragés, les amateurs, les sponsors avaient commencé à se décourager par rapport à cette situation. Mais là, on se rappelle des combats entre Modou et Ama Baldé, ça a pris beaucoup de temps. Gris Bordeaux, Ama Baldé, c'était comme ça. Et ensuite, tout dernièrement, entre Boy Niang 2 et Reug Reug, ce combat était programmé depuis belle lurette, mais les 2 lutteurs avaient introduit des certificats médicaux. Maintenant, le combat est reprogrammé pour le 1er janvier 2006. Prions pour que ce combat ait lieu. Maintenant, le CNG a pris les devants, il a pris les taureaux par les cornes, c'est-à-dire que le lutteur qui est blessé ne pourra lutter que si le promoteur en question organise son combat. Même le lutteur qui n'est pas blessé, il ne doit pas contracter un autre combat sans l'aval du promoteur, c'est le promoteur seulement qui peut l'organiser. Donc je salue cette mesure, tout le monde applaudit à des 2 mai cette nouvelle mesure. Vous venez donc de l'écouter, Ibakan, notamment sa réaction à la suite de ce circulaire qui a été sorti par le CNG. En football amical, Sénégal-Brésil, Pape Thiaw publiera sa liste demain jeudi. Ce sera donc face à la presse à 11h à la salle de conférence du stade Léopold Sédar Senghor que le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal va donc dévoiler les joueurs qui vont jouer ou participer en tout cas au match amical contre le Brésil à Londres à l'Emirates Stadium. Ce sera donc, je rappelle, à la date du 15 novembre 2025 exactement, donc à partir de 16h. En football toujours, la Ligue des Champions. Aujourd'hui, la 4e journée se poursuit à 17h45. Chelsea va se déplacer sur la pelouse de Carab à 17h45 toujours. Pafos va recevoir le Villarreal du jeune Sénégalais Pape Alassane Gueye. Et à 20h, donc, les autres matchs se poursuivront. Manchester City, Dortmund, Inter Milan à Kairat Almaty. Le club de Bruges jouera contre le meilleur club du monde, l'équipe du Barça. Je ne demande pas de commentaires là-dessus. Benfica, Bayern Leverkusen. Olympique Marseille au niveau donc du Vélodrome jouera contre l'Atalanta Bergame, puisque hier c'est le Parc des Princes qui a reçu donc justement, ou qui a en tout cas vibré. Aujourd'hui ce sera le Vélodrome qui va vibrer donc en France avec surtout la réception de l'Olympique de Marseille au club de l'Atalanta Bergame. L'Ajax Amsterdam aussi jouera face à Galatasaray et Newcastle Athletic Bilbao. Je le disais hier, le Parc des Princes a vibré certes, mais le parc encore une fois, donc dirait-on, n'a pas eu la satisfaction que justement ils ont eu l'habitude de l'avoir depuis un certain moment, puisque l'équipe du Paris Saint-Germain s'est inclinée face au Bayern Munich, 2-1 de l'autre côté. Le Real Madrid s'est incliné
à Anfield face à l'équipe de Liverpool 1-0. Victoire de l'Atlético Madrid contre Union Sainte-Gilloise. La Juve a fait match nul face à Sporting. Olympiakos tout de même donc a fait match nul, un but partout face à l'équipe du PSV Eindhoven. Là où Tottenham a giflé Copenhague 4-0. Victoire donc de Tottenham du jeune Sénégalais Pape Makhtar Sarr. Hier, titulaire qui a joué donc l'entièreté du match. FK Bodø/Glimt s'est incliné face à Monaco de Lamine Camara. Toujours donc forfait, ainsi que Krépin Diatta qui n'a pas aussi joué ce match hier en raison d'une en tout cas gêne musculaire. Francfort et Napoli se sont neutralisés. 0 but partout. Slavia Prague s'est incliné face à l'équipe de Arsenal. 3-0. Birahim Touré, c'est donc ce qui met à terme à cette page sportive. Je peux rappeler aussi que le Bayern est pour le moment devant tout le monde avec 12 points suivis de l'Arsenal. On reste allemand, n'en déplaise à Lamine Senghor. Voilà pour la page